Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Donc, votre premier topo, c'est quels outils de guidage pour quelles indications? Alors, pourquoi ce topo? Parce que, en fait, quand on veut faire du guidage, quand on veut faire de la radiologie interventionnelle, il y a des fois des situations très très simples, et là, évidemment, c'est le bonheur dans la salle d'interventionnelle. Et puis, des fois, on a des procédures un peu plus compliquées, et là, les choses se gâtent. Alors, la première chose qu'on a fait quand on a voulu faire des procédures de plus en plus compliquées, c'était de combiner ou d'associer les modalités. Alors, au début, on faisait que du scanner, on faisait que de l'échographie, on faisait que de la fluoroscopie. Et en fait, on peut associer facilement les modalités. Par exemple, vous preniez ce vieil avion, vous l'associez à ce vieux pédalo, un coup de peinture jaune, et ça vous fait un magnifique hydravion. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né l'angio-CT. En 1992, c'est le professeur Arai au Japon qui a eu l'idée de coupler une salle d'angiographie avec un scanner. Alors comment ça marche ce genre de salle? Vous avez ici, vous avez un scanner qui est sur des rails, et puis vous avez un arceau, un véritable arceau, c'est une véritable salle d'angio, donc vous faites de l'angiographie comme dans n'importe quelle autre salle d'angio. L'avantage, c'est que vous avez en permanence à disposition les deux appareils, ça bouge, on passe très rapidement d'une modalité à l'autre, et c'est un confort énorme pour l'utilisateur. Pourquoi il ne veut pas passer la suivante? Je ne sais pas. Suivante. Voilà. Alors l'intérêt, c'est d'avoir une vision 3D. Ça, c'est une de mes internes qui traverse le bloc avec une seule vue, mais on peut la filmer en fait sous différents angles et voir le problème sous différents angles. C'est de plus en plus fondamental en radiologie interventionnelle, parce que sinon, si vous voyez les choses uniquement sous un angle, vous risquez de vous méprendre et vous risquez de prendre une lésion pour une autre ou un organe normal pour une lésion. Alors, l'indication la plus classique et qui est déjà utilisée en angiographie avec le cone beam, c'est l'identification des feeders quand on veut faire une embolisation sélective. Alors, on peut le faire avec le cone beam. Le problème du cone beam, c'est que c'est lent, c'est encombrant, les temps de reconstruction sont assez longs. Et quand on a une salle, quand on a un angio-CT, c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit de regarder le problème sous un autre angle et vous voyez qu'à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus simples. Vous identifiez tout de suite le feeder qui va dans la lésion et tout ce qui est devant et tout ce qui est derrière qui se superposait sur l'image d'avant n'est plus un problème, et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à monter votre cathéter dans la lésion et faire votre embolisation. Alors, un exemple, c'est un patient qui avait un carcinome cellulaire, qui était une lésion qui était centro-rénale, donc des lésions qui sont difficiles à ablater, puisqu'il y a le réchauffement de la lésion, puis en plus la lésion, vous voyez, est très, très, très hypervasculaire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un angio-CT. Vous voyez, on met un cathéter dans l'artère, on réalise l'artérioscanner. À partir de là, on réalise une cartographie vasculaire qu'on met en superposition avec l'angio, comme on peut le faire avec le cone beam, mais à mon avis avec une bien meilleure résolution. Puis après, c'est très simple, il suffit de suivre la route et de monter le cathéter. Vous voyez le microcat qui monte ici dans une des branches. On va vérifier qu'on est bien dans une bonne branche qui alimente la tumeur. Voyez, on est au bon endroit, on injecte un peu de colle, et puis on va se reculer, on va vérifier la deuxième branche. Vous voyez qu'il reste une deuxième branche ici, et puis pareil avec le microcat, on monte dans la deuxième branche et on bouche la deuxième branche. Et à la fin, en fait, il reste pratiquement, il n'est pas complètement dévascularisé, mais il est déjà beaucoup moins vascularisé. À ce moment-là, on peut faire notre cryo ici, qui c'est une tumeur très centrale, et à la fin, après l'ablation, il n'y a plus de tumeur. Donc c'est vraiment un confort incroyable en salle d'angio. Autre exemple, un syndrome CAP supérieur. Vous voyez un patient qui avait un carcinome à cellule claire, un carcinome à petites cellules du poumon et avec un syndrome CAP supérieur. Vous avez ici la phlébographie bilatérale. Vous pouvez faire le scanner en même temps. Ce scanner vous permet de faire des reconstructions dans tous les plans, de faire des mesures. Vous pouvez planifier complètement votre procédure. Vous mettez votre ballon, vous mettez votre stent, et puis à la fin, on a le contrôle. Et là encore, c'est un confort d'utilisation inégalé. Alors, on a vu qu'on pouvait coupler l'angio et le CT, mais on peut également coupler d'autres techniques, puisqu'il y a des moments où les techniques d'imagerie précédentes ne marchent pas. Ici, c'est un patient un peu particulier, c'est un patient psychotique de 49 ans, qui a eu un cancer du côlon, qui a été opéré en urgence. Et puis dans le bilan après, on découvre un nodule unique du foie. Et puis on explique au patient qu'il faudrait faire une ablation de ce nodule unique du foie, mais comme il est psychotique, il ne vient pas et il refuse. Par contre, bizarrement, il accepte la chimio. Donc
on lui fait la chimio, et puis un peu plus tard, il revient, et puis il nous dit, c'est bon, j'accepte l'ablation du nodule, sauf que le nodule a disparu. Et donc, on va avoir à ce moment-là besoin des ultrasons. Et les ultrasons, en fait, l'astuce, ça va être de fusionner l'ancien scanner où il y avait le nodule avec la nouvelle ultrasonographie. Et donc, on fusionne ces deux modalités. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez à gauche l'ancien scanner, vous avez à droite l'image de fusion avec l'échographie. Vous réalisez votre ablation par micro-ondes. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. C'est accéléré. On attend que la cuisson s'opère jusqu'à la surface du foie. Vous voyez, ça, là, on voit la zone d'ablation qui s'étend, qui va atteindre la capsule hépatique. Voilà. Et puis, comme on est dans la même salle, juste en fin de procédure, on fait l'angio-CT. Je vous rappelle, c'est le scanner qui se déplace, c'est pas la table qui bouge. Donc, on peut faire 3 temps, 4 temps si on veut. On réalise différents temps. Et à la fin, on contrôle la bonne opération, le résultat de l'ablation. Et vous voyez que la zone d'ablation correspond parfaitement à l'image initiale qu'on avait sur le foie. Donc on combine toutes ces modalités et ça nous simplifie vraiment la vie. Voilà. Donc en pratique, on combine vraiment le temps réel. Vous avez ici, vous voyez, des images temps réel. On peut faire de la fluoroscopie pour guider cette biopsie un petit peu difficile d'un nodule près du cœur. On combine l'écho, on fusionne l'angio, on fusionne le scanner. Alors, les trajectoires idéales sont des trajectoires qui sont dans le plan de coupe. Évidemment, si à chaque fois on pouvait viser une lésion et puis avancer notre aiguille comme ceci, on serait parfaitement heureux. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, on se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand bien même vous pourriez approcher biopsier le patient par en dessous de la table, vous voyez qu'il y a une côte ici qui nous bloque le passage. Et puis quand on met le patient sur le ventre, vous voyez que là aussi, il y a une côte qui va nous bloquer le passage. Donc, il n'y a pas de solution évidente. Et pour autant, quand on regarde le dossier sur le PACS et qu'on fait des reconstructions dans tous les plans, on imagine très bien qu'on pourrait approcher la lésion par cette voie-là, la voie violette ici, ou par la voie bleue ici. Et là, par contre, la condition pour faire ça, c'est de réaliser des abords en double obliquité. Alors, les abords en double ubiquité, alors soit il y a une solution qui consiste à bouger le patient. Nous, on aime bien bouger les patients. Ça, c'est un exercice auquel s'est livré même manipulateur. Ça l'a beaucoup amusé. Mais on ne peut pas faire ça avec tous nos patients. Et donc, si on ne peut pas bouger le patient, il va falloir tourner autour du patient pour réussir nos procédures. Alors, on va voir maintenant l'évolution des systèmes de guidage, parce que ça fait quand même très très longtemps, quasiment depuis le début du scanner, on a commencé à réaliser des procédures sous scanner, et les procédures ont évolué au cours du temps. Et par exemple, si je veux planifier un trajet pour aller de mon hôpital Saint-Louis à Paris jusqu'au centre Prouvé à Nancy, si on regarde toute première génération de GPS, il nous disait en gros où on était. Par exemple, je suis encore à Paris, ou je suis déjà arrivé à Reims, et puis où je suis quasiment à l'arrivée au centre Prouvé. Et puis la génération, donc ça c'est où je suis. Et puis il y a eu la deuxième génération de GPS qui est un peu plus sophistiquée. Il disait où je vais. Donc si on était là, il nous disait qu'il restait éventuellement un peu de temps, qu'il nous disait qu'on allait vers le centre Prouvé. Et puis la dernière génération, c'est les systèmes collaboratifs avec des informations qui vous renseignent sur le trafic, sur un tas d'autres choses, et qui vous proposent plusieurs chemins pour atteindre votre cible. Et donc la première génération, c'est ça, où je suis, on a un nodule ici, on n'est pas dans le plan, et où je suis ici, mais après ça ne vous dit pas exactement, regardant juste cette image, vous ne savez pas s'il faut monter, s'il faut descendre, la distance qui reste, l'angle qu'il faut prendre, donc c'était assez rudimentaire. La deuxième génération, c'est celle-là. Il y a des constructeurs qui le font avec plus ou moins de fortune. Hein. Vous avez mis en place votre aiguille, vous avez un trajet oblique, le système détecte automatiquement l'aiguille, est capable de vous mesurer la distance entre la pointe de l'aiguille et la cible, à condition d'avoir marqué la cible au départ. Donc ça, c'est où je vais. Et où je vais là, et je sais qu'il me reste 5 cm, par exemple, pour atteindre ma cible. Et puis, la dernière génération, la troisième, la plus sophistiquée, c'est comment y aller. Et à ce moment-là, on est obligé de travailler avec des systèmes tierces parties. Et comment fonctionnent ces systèmes tierces parties? Ça consiste en fait à acquérir un volume, comme pour n'importe quel scanner hélicoïdal. On a une pile de coupe, et toute l'astuce, ça va être de relier cette pile de coupe à un système qui nous permet de localiser l'aiguille dans l'espace. Donc en fait, il faut vraiment lier les images ici, qui sont le patient,
et l'aiguille qui est en fait le médecin qui approche la lésion et qui vous permet de faire des reconstructions dans différentes obliquités. Alors, il y en a plusieurs. Je ne vais pas passer énormément de temps sur ces solutions. Je vais vous parler de celles qui ont la plus grande diffusion. Il y en a une qui est une solution de guidage optique où on place des repères, on colle des repères sur la peau. Et puis il y a une caméra ici qui est capable, donc on envoie les images sur la station, mais la caméra est capable de repérer toutes ces structures-là. Et alors comment ça se passe en salle d'examen? Vous voyez, les volumes sont comme ça, on voit les repères qui sont collés sur la peau. Et en salle d'examen, il suffit de rentrer le point d'entrée qu'on a déterminé sur la lésion. Il suffit de marquer la cible. Et à ce moment-là, alors c'est pas aussi simple que ça, c'est que là, on commence à avoir une ingénierie qui est un peu plus lourde. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser un espèce de bras articulé comme ça. On va mettre en coïncidence la cible et le point d'entrée. Et quand on sera aligné, eh ben, ça va matcher. Et à ce moment-là, il suffit de rentrer l'aiguille ici pour aller jusqu'à la cible. Donc voilà, ça c'était une photo que j'ai prise pendant la super démo cette année aux journées de radio et vous montre le mannequin avec la cible. Alors cette équipe-là, ils travaillent surtout actuellement sur les ablations parce que c'est des procédures qui sont quand même assez lourdes, c'est assez coûteux. Mais il y a quand même déjà un premier article qui est sorti en 2015 sur des ablations d'hépatocarcinome. La deuxième technique qui est beaucoup plus répandue en France, parce que c'est une société française, c'est celle qui est proposée par Imactis, où en fait on a un petit boîtier ici qui est un émetteur électromagnétique qu'on va scotcher sur le patient ici. Et donc on acquiert le volume comme tout à l'heure ici. Vous voyez qu'on retrouve parfaitement le petit boîtier ici qui est collé sur les images. Et l'astuce, ça va être en fait ce boîtier, il va rentrer en communication avec ce petit porte-aiguille qui est ici, et à n'importe quel moment, on pourra simuler une trajectoire. Donc c'est vraiment du temps réel, c'est un super outil de planification, et on pourra passer, par exemple ici entre les côtes, pour aborder par en haut ou par en bas, bouger dans tous les sens. Tout est complètement lié. Alors voilà par exemple l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Vous vous souvenez, on ne pouvait pas passer ici à cause de cette côte qui nous bloquait le passage. Eh bien, on planifie la procédure avec cet outil-là, on passe au-dessus de la côte et le tour est joué. Vous voyez, on fait la biopsie de la lésion sans aucune difficulté. Pour ceux qui n'aiment pas passer de haut en bas, si vous voulez passer de bas en haut, c'est tout à fait faisable également. Ça, c'est une simulation que j'ai faite en prenant les images, en passant dans l'espace intercostal inférieur. On peut aller de bas en haut. Et puis pour ceux qui n'aiment pas passer par le dos et qui voudraient passer par le côté, c'est tout à fait envisageable également. Donc c'est vraiment très interactif, c'est très flexible et ça permet de faire des procédures un petit peu compliquées. En tout cas qui ne sont pas dans le plan, alors qu'on aimerait bien travailler dans le plan dans tous les cas. Et puis là également, des publications qui commencent à sortir sur ce genre d'outils. Un point important, c'est que maintenant, vous avez eu hier des présentations remarquables sur le scanner spectral. Je pense que vous êtes convaincus qu'avec le spectral, on voit beaucoup plus de choses qu'en conventionnel. Et ça, c'est le premier cas qui a été fait avec Imactis chez le docteur Philippe Carr à Charleville. Et vous voyez ici l'imagerie conventionnelle où on voit cette tumeur du rein, mais quand vous la regardez en monoénergie à 40 kV, vous voyez beaucoup mieux la lésion. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que l'avenir, c'est aussi d'intégrer aussi cette imagerie spectrale pour la radiologie interventionnelle. Il y a des robots aussi. Ça, c'est un que j'ai filmé au JFR. C'est une société française, PR2. C'est très, très embryonnaire. Vous voyez, c'est une grosse machine comme ça qu'on va fixer sur le patient. Et puis, vous voyez, on va définir l'entrée, la cible, et puis à un moment, on va cliquer et la machine va elle-même enfoncer l'aiguille dans le nodule. Donc, il faut avoir une confiance absolue dans la machine. Il faut que le patient, on puisse fixer ça sur son thorax, sur son abdomen, sans que ça bouge. Il y a encore, je pense que la route est encore longue pour cette société, mais c'est des projets intéressants. Il y en a une autre qui a... Il y en a un autre qui a un roadmap un peu plus avancé, c'est celle-ci, c'est une start-up israélienne qui vient de faire une grosse levée de fonds, plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pareil, c'est un robot qu'on fixe sur le patient comme ça, il y a une station à côté, et ça c'est un cas qui a été fait chez l'animal, vous voyez, alors c'est capable de corriger si ça bouge. Ils ont marqué la cible ici, vous voyez, l'aiguille avance,
Et si ça se déplace, ça peut corriger en temps réel. Alors c'est facile, ça c'est un petit clip qui est bien évident sur des lésions dont les contours sont plus flous. Ça nécessite d'être démontré. Mais là encore, vous voyez, ça nécessite de fixer ce genre de système sur le patient. C'est des systèmes robotisés. Je pense que Benoît Galix nous parlera de la robotique tout à l'heure dans une autre présentation. C'est intéressant, mais c'est assez lourd quand même comme ingénierie. Alors, ces systèmes, ils sont bien, mais ils partent du postulat qu'on travaille soit sur un animal endormi, sur un cadavre, ça marche très bien, sur un fantôme, ça marche très bien, mais tout le monde a l'habitude, sur des patients, le patient est parfois un petit peu pusillanime, et même si vous avez un patient très coopérant, le problème, c'est la respiration. Et vous avez, sur des nodules pulmonaires, en particulier au niveau des bases, qui bougent beaucoup, ce genre de problème, c'est-à-dire que vous avez acquis vos images avec un système rigide, et en fait, à l'intérieur, c'est pas rigide, c'est un système plastique avec des organes qui vont bouger les uns par rapport aux autres. Le cœur va bouger à chaque battement, le nodule pulmonaire va se déplacer. Et donc, pour contourner ça, il y a de plus en plus de centres qui se tournent vers la jet ventilation qui permet, moyennant une sédation, de minimiser considérablement les mouvements des lésions pour faire les procédures de ces organes. Néanmoins, moi, je trouve que ces outils 3D sont absolument fantastiques. Moi, je les utilise de plus en plus. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ici, c'est un cas d'un patient qui avait une suspicion de métastase de cancer de prostate. Vous voyez, la petite lésion est là. On la retrouve là. C'est pas facile à biopsier ce genre de lésion. Ceux qui ont biopsié des lésions costales, quand c'est une grosse lésion lytique, c'est facile. Quand c'est une petite lésion, c'est plus difficile. En fait, quand vous êtes sur le PAX, vous pouvez très bien tracer des traits comme ça. Vous pouvez faire ces reconstructions. Et vous imaginez très bien un trajet d'aiguille comme ça qui passerait dans l'axe de la côte, qui rentrerait par le cartilage ici, la partie cartilagineuse, et qui rentre dans la côte. Et pareil, on voit ici, on rentre par le cartilage pour sécuriser l'accès, puis on peut rentrer dans la côte. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et puis, ce qui fut dit fut fait. C'est-à-dire que, vous voyez, avec ces outils de guidage 3D, on arrive à rentrer dans la côte et biopsier très facilement la lésion. Ici, un autre exemple, vous voyez, une patiente qui avait une suspicion de métastase de cancer du sein, vous voyez, avec une masse médiastinelle antérieure. Alors, on peut toujours tout traverser, mais ce n'est pas très élégant. Et donc, nous n'étions pas très en faveur d'un passage par là. Et puis, quand on ne peut pas passer par la fenêtre, on passe par le toit, on passe par en haut. Et en passant par en haut, vous voyez, il y a un passage qui est évident ici. C'est très simple, mais simplement, il faut passer un petit peu de temps avant en planification sur le PAX. Et puis, voyez, on fait la procédure sans aucune difficulté. Et puis, un cas récent, vous voyez, sur une cryothérapie d'une métastase pulmonaire de cancer colorectal, vous voyez une lésion unique qui est mal placée, vraiment, elle n'est pas loin du île pulmonaire. Il y a des vaisseaux, il y a 2 vaisseaux ici, donc il a fallu placer les aiguilles avec une grande précision et pas toutes passer dans le même espace intercostal, on va avoir des trajets des obliquités un peu différentes. Et vous voyez qu'avec ces outils de planification, on arrive à entourer en totalité la tumeur et la traiter. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que l'approche multimodale se généralise. Le scanner facilite considérablement et guide les procédures de fluoroscopie. La 3D et la fusion intermodalité sont vraiment devenues incontournables dans notre pratique quotidienne. On est de plus en plus dans de l'imagerie temps réel. Avant, on faisait une coupe, puis une deuxième, etc. Là, on contrôle en temps réel ce qu'on fait. Les abords obliques qui nous cassaient les pieds pendant des années, ce sont vraiment plus des obstacles. Et puis, il y a moins d'improvisation avec des procédures planifiées. Ici, vous avez une procédure un peu compliquée, une grosse ablation rénale avec beaucoup de cryoprobes. Et comme disait Malcolm Forbes, la différence principale entre les hommes et les garçons, c'est le prix des jouets. C'est vrai que quand on grandit, on a toujours envie de choses plus cher, mais ça nous permet aussi de repousser les limites et la présentation d'après, je pense, fera un focus important là-dessus. Là, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a des outils de plus en plus sophistiqués, mais moi, personnellement, j'ai de plus en plus de plaisir à faire mon travail. Et s'il y a bien une salle dans le service où je peux passer des journées entières, et même des fois déborder un peu sur le soir, c'est ma salle d'interventionnel. Et donc, moi, j'encourage tout le monde à se doter de ces outils-là parce que c'est vraiment un plaisir au quotidien. Je vous remercie. Merci Eric, très belle démonstration. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous voulez poser une question, madame ? Allez-y. Approchez du micro.
Tu nous as pas parlé d'une astuce qu'on peut utiliser aussi, c'est la pose de fiduciaire. Ouais. Oui, tout à fait. On peut effectivement, on peut faire ça. On le fait. Alors, soit pour la radiothérapie, effectivement, pour des lésions on sait qu'elles vont disparaître, donc on met un fiduciaire ou deux fiduciaires, parce que les radiothérapeutes aiment bien avoir deux fiduciaires. Ou sinon, si on pense faire d'abord une chimio première et ensuite faire une ablation du lit tumoral, effectivement, on peut placer un fiduciaire, tout à fait. Et alors, il y a plusieurs techniques. Soit il y a l'espèce de petite barrette là, des radiothérapeutes, soit nous, on met un coil. En fait, un petit coil, ça marche très bien. Ça peut être aussi utile de temps en temps dans les difficultés. Il y a le fait qu'on voit bien une lésion en temps artériel. Si on fait un scanner, le temps qu'on arrive, bien entendu, elle est plus visible. La fusion, du coup, est plus compliquée à faire. Et dans ces cas-là, poser un fiduciaire la veille, par exemple, du geste, peut être utile. Oui. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci. On va passer à la communication suivante.